France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien en cette veille de grève, de jour noir, de jeudi noir. En tout cas, c'est ce que nous promettent les syndicats. Olivier Véran qui appelle à ne pas bloquer le pays. On appelle à la responsabilité évidemment des grévistes. On vous donnera d'ailleurs les prévisions puisqu'elles sont tombées côté SNCF et RATP. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être très très compliqué de se déplacer demain, y compris dans les écoles, y compris dans le secteur de l'énergie aussi où les pétroliers s'y mettent. Nous y reviendrons évidemment tout à l'heure. Nous parlerons aussi de cette proposition de Anne Hidalgo qui propose un référendum aux Parisiens au mois d'avril prochain pour savoir s'ils souhaitent ou pas interdire les trottinettes en Paris. Eh bien on en reparlera évidemment tout à l'heure. Vous qui êtes peut-être taxi, VTC, vous pourrez nous appeler ou tout simplement utilisateur de trottinettes tout à l'heure au 01 40 33 9000. Et puis on va revenir aussi sur un fait malheureusement qui reste toujours d'actualité avec encore un mort, un jeune adolescent de 15 ans qui a été tué devant son lycée suite et après une rixe. Donc comment y mettre fin à ces phénomènes de bande et de rixe? On y reviendra évidemment sur France Maghreb 2. On passera un coup de fil à notre petite Sarah Frick. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles puisqu'elle sort un podcast. Vous savez, cette grande dame qui avait créé cette association Réchauffons nos SDF. Tout à l'heure à 17h, Sarah Frick avec nous dans le LGF. C'est parti, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. C'est mercredi, nous sommes le 18 janvier. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il est avec nous aujourd'hui, notre MAM national. Comment ça va, MAM ? Bonjour à toutes et à tous. On essaye d'aller pour le mieux. Il est en petite forme, notre MAM. Hein, voilà, en petite forme, mais bon, on fait le nécessaire et on essaye d'honorer le rendez-vous pour les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2. Tu auras une forme olympique pour nous faire la chronique de fin d'émission ? Chronique de fin d'émission, et puis la belle histoire des génériques qui va être un dérivatif aujourd'hui. On va faire la belle histoire d'une chanson. Ah, formidable, c'est donc, bien, ça change pour un l'instant, c'est surprise, vous verrez ça à partir de 17h40. peu. Formidable pour le rendez-vous, en tout cas, il est pris d'ores et déjà. Farid Temsamani, il est avec nous, enseignant et dans l'intelligence économique. Bonjour mon Farid. Salut Christophe, salut à tous. Comment ça va ? Très bien. Bon, ravi de te retrouver. À l'heure, notre Farid aujourd'hui. Ah, tu peux même dire que j'étais même en avance. En avance, Ouais. absolument. Et ça mérite un bon café. Merci. Bienvenue à toi mon Farid, en tout cas, c'est parti pour le LGF. On commence par les clins d'œil. Avec ma première petite question, évidemment ça s'est passé un 18 janvier. Je cherche, messieurs, un acteur américain né en 1955. Je vous donne quelques indices de films, notamment Danse avec les loups ou encore Kevin Costner. Une bouteille à la mer ou Un monde parfait. Kevin Costner, bon anniversaire à lui. Vous êtes fan ou pas de Kevin Costner ? Bah écoute, oui, d'une certaine façon. Enfin, un peu moins depuis qu'il avait fait. Je crois que c'était un film qui avait fait un beat complet qui s'appelle Waterworld. Oui, Waterworld. C'était pas d'une très grande réussite et à la hauteur de sa carrière, mais c'est vrai, Danse avec les loups, le film aussi qu'il a fait avec Whitney Houston, dont je me rappelle plus le nom. Bodyguard. Bodyguard, voilà, ouais, qui était absolument. un excellent film également, mais c'est un acteur qui a compté. Whitney Houston qui nous a quittés beaucoup trop jeunes aussi. Grande chanteuse, d'ailleurs je crois qu'elle a été il y a eu un classement des plus belles voix de la chanson de tous les temps et elle faisait partie de ce classement, voilà, notamment Whitney Houston. Farid, Kevin Costner, non, ça te parle ? Bah, ça me parle forcément, c'est un peu notre génération. Ouais, Ce qui nous fait dire qu'on prend de l'âge. on prend de la bouteille. Hein. Parce que tu dis Kevin Costner aujourd'hui Parle pour toi. à quelqu'un de 20 ans, je suis pas sûr qu'il... Pas sûr qu'ils connaissent, oui, Exactement. absolument. Non mais grand acteur. Bon, alors, deuxième question, un autre clin d'œil. Je cherche cette fois-ci un scénariste et dramaturge, acteur français qui nous a quittés, lui, en 2021, voilà, c'est ça. Quelques titres de films, Le Grand Pardon, ou encore Cuisine et Dépendance, Un air de famille. Qui nous a quittés. Bacri. Bacri, Ah oui, Jean-Pierre Bacri, Bacri, oui, qui oui. était très souvent aux côtés d'une certaine Agnès Jaoui. Jaoui, ouais. Absolument, c'était un duo absolument incroyable. Hein. À la ville comme à l'écran. Bon, moi j'avais un peu de mal moi avec les films de Bacri. C'était particulier, C'était mais particulier, c'était ouais. très fort. Oui, Alors, c'était un grand monsieur, intellectuellement un mec extrêmement brillant, et ces films, fallait capter. Et quand tu captais, franchement, il y avait quelque chose. Quoi. c'est peut-être ça, alors j'ai jamais capté. Ouais.
C'est peut-être ça. Bon, autre question, cette fois-ci, dans l'actualité, en 2001, la France reconnaît quel génocide? Rwanda, 2001. Non. Arménien. Arménien, oui, effectivement, pardon. 1915 en Turquie. En 2001 déjà 2001, effectivement, ça passe super vite. Purée. Donc voilà, le Non, génocide pas. arménien est reconnu officiellement par la France en 2001. Messieurs, autre question, 4e. Qu'est-ce qui a été créé en 1800 par Bonaparte? Le Code civil. Non, Le permis de conduire. non, Code pénal. non. Qu'est-ce qu'il a créé? Enfin, il a créé Encore. tellement de choses. En 1800, création de Bonaparte. En rapport avec la finance. La finance. La Banque de France. La Banque de France, Ouais, c'est une bonne réponse, mon cher Mam. Bonaparte, qui a créé effectivement plein de choses, tu as raison, Farid. De le rappeler. Qui, en fait, les gens ne le savent pas, mais qui est le véritable fondateur de la France moderne. Ouais, 1800, voilà. Et puis tiens, un petit peu plus loin en arrière, dans l'histoire, un Et puis 18 surtout janvier. le patron de la France insoumise. De la France insoumise à la défaite, bien sûr. Oui. Sauf à Waterloo, tu me diras. Quel roi de France est condamné à mort en 1793? Louis XVI. Louis XVI. Bonne réponse de Mam. Bah écoutez, c'est formidable. Vous avez tout fait sans faute, hein, j'ai envie de dire un parcours sans faute pour le coup, pour ces petits clins d'œil. Dans un instant, on va parler d'un phénomène qu'on a peut-être connu aussi, nous, dans notre enfance, mon cher Farid. C'est vrai, quand on est en bande, on se sent fort. Le phénomène de Rix aussi, qui touche les adolescents, mais avec de plus en plus de victimes, avec Ouais, encore C'était pas il y a forcément mortel. 2 jours, voilà, c'est ça, c'est la différence. Il y a 2 jours encore un mort, un jeune adolescent de 15 ans pris à partie par une bande rivale. Devant son lycée, il en est mort. Encore une fois de trop. Comment peut-on mettre fin à ce phénomène de bande, à ces violences entre quartiers aussi, ça existe, hein, pour défendre des territoires, etc. Vous pourrez nous appeler, vous, au 01 40 33 9000 pour nous en parler, débattre avec nous, échanger au 01 40 33 9000. C'est parti sur France Maghreb 2 avant que nous nous attaquions à ce jeudi noir en perspective. En tout cas, c'est ce que promettent les Arrête de syndicats. dire jeudi noir. Ouais, jeudi noir, oui. C'est pas jeudi noir. Pourquoi noir, forcément pour Bah, ceux noir, parce qu'il n'y a rien qui va marcher demain en qui- France. Non, dis jeudi rouge. Jeudi rouge. Voilà, jeudi Ouais. rouge. Bon, même ça fait trop communiste. C'est pas grave. Bon. Et noir, ça fait quoi? Bah, ça Noir, fait ça fait. couleur de l'espoir. C'est le vert. Bon, si on veut. Après, chacun sa couleur. Les goûts, les couleurs, hein, vous savez. Exactement, oui, c'est vrai. Bon, Ça se discute en tout cas. des prévisions de trafic pour les transports sont connues. Si vous avez un train à prendre demain, je tiens à vous le dire, c'est mort. Franchement, demain, ça va être très compliqué, y compris les avions, y compris dans le secteur de l'énergie, y compris dans le secteur de l'éducation pour vos enfants. Ça va être compliqué pour les écoles, avec pas moins de 70% de grévistes dans le secteur primaire, par exemple. On y reviendra, bien sûr, sur France Maghreb 2. Est-ce que la gauche et les syndicats peuvent faire plier le gouvernement? On va tenter de répondre à cette question tout à l'heure. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, votre émission quotidienne de 16h à 18h, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Mam qui est avec nous et qui nous fera ses 2 chroniques bien entendu, mais qui va participer aussi aujourd'hui. Il va faire cette double casquette, Mam avec nous. Farid Tamsamani, enseignant et dans l'intelligence économique sur France Maghreb 2. Alors on va commencer notre premier débat. C'est une certaine inquiétude que peuvent avoir certains maires et certains parents aussi, bien entendu. Notamment, je crois que le 91 a été principalement touché par ce phénomène de Rix, donc qui ont coûté la mort à plusieurs adolescents. Et pas plus tard qu'encore, il y a 2 jours, en région parisienne, un adolescent de 15 ans a été violemment frappé et pris à partie à coups de couteau devant son collège ou lycée, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'est lycée. En tout cas, c'est un phénomène qui commence à inquiéter de plus en plus, cette violence chez les jeunes qui est de plus en plus présente. Et aujourd'hui, comment y mettre fin, comment peut-être prévenir aussi dans les écoles en amont de cette violence, des phénomènes qui parfois sont pour des prétextes assez quand même incroyables, des phénomènes interquartiers aussi. Farid, c'est un véritable problème aujourd'hui auquel il faut s'atteler. Oui, malheureusement, c'est un souci parce que ce sont des drames à la clé. Sans faire ici de sociologie de bas étage, c'est un vieux problème. C'est quelque chose qui est très ancien. Je ne sais pas si les anciens se souviennent, mais
sans remonter aux Apaches. Dans les années 80 et surtout dans les milieux des années 90, on a eu beaucoup de rixes qui ont été mortels dans un certain nombre de territoires du pays. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une banalisation d'une certaine manière de ce phénomène. Je rappelle que derrière, ce sont des gens qui sont le plus souvent très jeunes. Quand ils sont eux-mêmes concernés par la rixe, hein. Parfois, vous avez même des gens qui sont absolument pas concernés et qui prennent, par exemple, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux. J'ai le souvenir paix à son âme, d'un gamin qui avait traversé juste un terrain au milieu d'un quartier du côté d'Épinay-sur-Seine et qui est décédé gratuitement. Je dis pas que les autres décès sont moins graves, mais c'est pour vous dire que le phénomène, il est très lourd, il est très ancien et très lourd. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des tas d'articles, des tas de bouquins qui expliquent malheureusement ce type de phénomène. Et l'époque fait que il y a plusieurs facteurs qui accentuent ce phénomène-là. Mais c'est quelque chose de très ancien, de très vieux. Mam pourra en parler, mais moi j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune du côté de Mantes qu'on avait régulièrement, pas des rixes, mais des affrontements entre par exemple les jeunes de Chanteloup et ceux de Mantes-la-Jolie. Absolument. Voilà, et parfois sur des subtilités. Des subtilités. Ouais. Je te parlais tout à l'heure d'Épinay-sur-Seine. Il y a un vieux conflit à Épinay-sur-Seine entre deux quartiers, si je dis pas de bêtises, qui sont le quartier Orgemont et le quartier du centre-ville, j'ai oublié comment il s'appelait. Les gens savent même pas l'origine du souci, mais c'est perpétué malheureusement, et vous avez des gamins, des jeunes qui rentrent dans ces logiques-là, et parfois quand vous creusez, vous dites mais en fait c'est juste n'importe quoi. Ouais. Mais malheureusement, ça fait des dégâts. Alors, tu as l'occasion, mon cher Farid, de pouvoir tacler Tarek Mami, qui, à chaque fois, vous fait un petit tacle pour votre retard. Aujourd'hui, c'est lui qui est en retard. Hein, monsieur Mami? Il est en retard et il est même... Non seulement il est en retard, mais en plus il n'est pas disponible. Alors, Il n'est pas disponible. Quand même, hein. Non, mais je voudrais rebondir d'ailleurs sur Vas-y, je t'en prie. Farid sur effectivement c'est cet affrontement tout à fait stérile. Quand on y pense avec le recul entre Mantes-la-Jolie et Chanteloup-les-Vignes, et qui avait atteint son paroxysme, je me souviens très très bien, en 2001, avec ce fameux affrontement historique entre les jeunes de Mantes et les jeunes de Chanteloup qui se sont croisés à la Défense, qui ont retourné les 4 temps comme jamais. Ouais. Et ça avait fait d'ailleurs la une des journaux à ce moment-là. Mais j'allais dire encore une fois... encore ces affrontements. Alors après, bien évidemment, on n'est pas là pour les justifier en aucune sorte, parce que c'est vrai que si on devait imaginer un système gradué, ce qui se passait entre nous à l'époque, et bien évidemment ça s'est apaisé depuis, et j'allais dire bien heureusement, si on devait imaginer un système gradué, c'est rien à côté des rixes mortels. Parce que là, maintenant, il y a mort de jeunes garçons, il y a mort de jeunes filles parfois aussi de temps en temps. On est arrivé dans une société... La société, de toutes les façons, est violente. Elle l'est de plus en plus. C'est aussi la génération jeux vidéo XXL, avec des phénomènes où on n'arrive pas forcément à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et où il s'agit simplement que l'arme blanche est devenue finalement une arme de défense comme le poing qu'on avait auparavant il y a quelques années. Et on ne se dit pas que ces armes peuvent tuer et ne se rendent pas forcément compte des conséquences que ça porte une fois le coup porté et des conséquences qu'il va y avoir après. C'est-à-dire, voilà, il faudra en répondre devant la justice, devant la police. Et ces adolescents qui sont pour la plupart des gamins qui n'ont pas forcément la notion du bien et du mal, ou en tout cas ils l'ont mais de façon très biaisée, avec tout ce qu'ils regardent à la télé, tout ce qu'ils regardent sur Internet. Voilà, c'est un phénomène de mode aussi. Cette violence qui est devenue en fait monnaie courante aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les différentes séries. Également au travers des jeux vidéo aussi, hein. Beaucoup ont comme exemple des jeux vidéo qui sont ultra violents, aujourd'hui on s'en aperçoit. La question est toute simple, comment peut-être y mettre fin à ce phénomène
de bandes qui ont toujours existé, c'est vrai, mais qui ont pris un caractère dramatique avec la mort de jeunes adolescents. Et c'est à chaque fois des morts de trop, Farid. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes aujourd'hui à envisager, à explorer, pour qu'on mette fin à ce type de violence, à ce type de phénomène ? Ouais, il y a forcément beaucoup de solutions à proposer. Je suis pas certain qu'elles soient duplicables partout, parce que je pense que chaque territoire ou chaque histoire de terrain, de territoire est particulière. Mais avant de proposer des solutions, il faut bien, même elle a commencé à le faire sur effectivement les jeux vidéo, la génération d'aujourd'hui, mais il faut bien expliquer qu'est-ce qui amène aussi à ces phénomènes-là. Il y a un élément, il y a bien sûr, il y a plusieurs facteurs, mais au-delà de parler de la structure familiale, au-delà de parler de l'histoire parfois, il y a une accélération du phénomène avec le narcotrafiquant. Le narcotrafic, pardon. Et du coup, les solutions que tu peux apporter ne sont pas forcément les mêmes. Je dis une bêtise, on parlait de Mantes-la-Jolie. Il y a du narcotrafic à Mantes-la-Jolie, mais c'est pas la même situation à Mantes-la-Jolie ou à Épinay, je nommais tout à l'heure, que par exemple à Marseille, par exemple. Où Marseille, en fait, c'est quasiment monnaie courante entre quartiers, mais parce que en fait, le trafic de drogue, il est ce qu'il est. Donc la réponse, par exemple, à Marseille, elle est très simple. Je suis même pas sûr que ça soit une réponse, mais en vérité, c'est l'éradication. C'est pas vraiment du phénomène de Rix à Marseille, c'est plutôt des règlements de compte en matière de stupéfiants. Ouais. Là, on parle vraiment de jeunes qui se font massacrer, il n'y a pas d'autre mot, par plusieurs autres adolescents, donc en bande. C'est violent, très violent. Mais pourquoi ils sont massacrés ? Alors ça, c'est toute la question. Parmi eux, il y a le narcotrafic aussi. Hein. Oui. Parce que à Marseille, c'est souvent, tu vois, c'est du règlement de compte. C'est du règlement de compte. Un mec qui vient en moto, qui tire dans le tas, et voilà. Oui, ouais, pas que. Hein. Mais t'as raison. Marseille, c'est assez particulier. Spécifique. C'est assez spécifique. Ouais. Mais par exemple, si on va parler de la région parisienne, des territoires que, en tout cas, moi, je connais un peu plus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a l'aspect répressif qui est important, qu'il faut accélérer. Quand tu sais qu'en fait, parfois, quand il y a des rixes, parfois les forces de l'ordre, en fait, on n'a quasiment presque rien à faire. Ouais. Donc du coup, il y a cet aspect-là. Le risque pour quelqu'un aujourd'hui de mettre un coup, il est quoi ? Tant qu'en fait, t'accélères pas l'aspect répressif, eh ben, la peur, elle sera pas là. Ensuite, eh ben, il faut remettre de l'humain sur les territoires. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait un tissu associatif qui était beaucoup plus important. Ce qu'on appelait aussi les éducateurs. Oui, les éducateurs, bon, il y a le terme que j'apprécie, que j'aime pas beaucoup, qui est le fameux terme des grands frères, par exemple. Mais tous ces aspects-là qu'il faut réintégrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Un gamin, c'est un être humain qui se construit. Et quand il y a du passif, c'est-à-dire que quand il y a un manque, soit familial, soit éducatif, soit pour différentes raisons, en fait, il va le combler à côté. Et comment on le comble à côté ? C'est soit le phénomène de bande, comme tu le cites, mais ça peut être également... ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, il faut remettre de la pédagogie, il faut remettre de l'être humain, mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et j'ai pas l'impression qu'en fait, les autorités, quelles qu'elles soient, aient vraiment conscience de ça. La preuve, on parle quand on en parle parce qu'en fait, il y a eu un décès récemment. Ouais. Dans 2 jours, on va passer à autre chose. Or, la personne qui n'est plus de ce monde, pour la famille, en fait, c'est un déchirement éternel. C'est ça. Donc, du coup, il faut pas avoir. Moi, j'estime qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens là où on en a besoin. Et là-dessus, sur ces territoires-là, il faut le faire. Après, est-ce qu'on va régler toutes les rixes potentielles ? J'y crois pas beaucoup. Mais il faut mettre les moyens. Et les moyens, c'est de l'argent. Précisons et rappelons quand même que nous qui sommes d'une certaine génération, mon cher Farid, ce genre de choses a toujours existé. Mais aujourd'hui, la seule différence, c'est que ça a pris un caractère beaucoup plus violent, avec des morts à la clé. À l'époque, c'est vrai que c'était monnaie courante en fait que deux bandes se rencontrent pour X ou Y raison, pour l'histoire d'une fille, pour l'histoire de ceci, cela. Ça se termine à coup de poing et voilà, ça n'est pas plus loin. Aujourd'hui, vous avez l'apparition d'armes blanches, d'armes tout court d'ailleurs. On a vu d'ailleurs dans une rixe précédente, à coup de marteau. C'est extrêmement violent. C'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer et qui a pris de l'ampleur en fait. Il y a un autre élément qui... déjà, premièrement, c'est la multiplication des armes. Tu as complètement raison, Christophe. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut trouver de l'armement très, très facilement, ce qui est peut-être un peu plus délicat, à mon avis, il y a 10, 15, 20 ans. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la construction de l'individu, notamment dans sa jeunesse. Les rixes, elles
pouvait presque s'arrêter parce qu'il y avait un tissu familial, parce qu'il y avait tout un écosystème qui faisait les grands frères, etc. Le service militaire aussi, qui permettait aussi de tempérer, en tout cas de casser la dynamique de la violence. Aujourd'hui, il n'existe pas, donc du coup, au lieu de s'arrêter, finalement, il s'amplifie. Et puis après, il y a le phénomène de la prison aussi. Quand vous avez des plus grands qui font les allers-retours, malheureusement dans les maisons d'arrêt, ça donne aussi un sentiment aux plus jeunes que finalement c'est pas si grave que ça. On parlait tout à l'heure des drames, mais aujourd'hui assassiner quelqu'un au bord d'une risque, vous risquez quoi? On risque quoi objectivement? Et puis sincèrement aussi, il y a beaucoup de jeunes, même pareil, qui le fait d'aller en prison, c'est comme passer comme un homme fort, un homme qui n'a peur de rien, et pour certains, voilà, c'est un petit passage en prison, c'est pas forcément d'ailleurs un moyen de pouvoir calmer l'individu. Au contraire, parfois ça le renforce encore davantage dans sa délinquance. Parmi les plus anciennes générations, c'était déjà un petit peu le cas, mais je pense que dans les générations un petit peu plus récentes, dans lesquelles nous pouvons nous englober dedans, et les générations un petit peu plus tard, c'est aussi l'américanisation de cette forme de violence que nous vivons maintenant aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire que ce phénomène-là, on le voyait il y a encore quelques années dans les clips de Tupac Shakur. Moi, je me souviens de l'assassinat de Notorious Big et même de Tupac. C'était quand même, c'était quand même quelque chose. Et aujourd'hui, on a tendance à glorifier ces gens-là en essayant de mettre en place des espèces de légendes. En disant, voilà, bon, la personne qui est tuée, bon, voilà, paix à son âme, on peut rien y faire, mais on le garde toujours. Le phénomène des clips de rap américain, où on voit, justement, le phénomène des rixes. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'aéroport d'Orly, avec Booba, notamment, et comment il s'appelle l'autre comment il s'appelle, là? Caris. Booba Caris. Ouais, je suis pas sûr que le spectacle, Farid, en plein aéroport, les mecs se tapent dessus. Oui, dans ce sens-là, oui, le spectacle, t'as raison. Voilà. Et vous aviez d'ailleurs il y a plein d'adolescents dans les cours de récré qui se disaient, moi je suis Booba, moi je suis Caris, etc. Enfin, on a banalisé en fait une espèce de violence en fait. C'est ça. Non, mais t'as complètement raison. C'est pour ça qu'en fait pour moi il y a deux éléments. Tu parlais de solutions tout à l'heure. Il y a des éléments qui non pas ne permettront pas d'arrêter complètement ce phénomène-là, mais ils vont le limiter. C'est la cellule familiale et c'est l'école. L'institution qui est l'éducation nationale. Or, on s'aperçoit qu'on vit une époque, tout à l'heure, Mam parlait d'américanisation, et il a complètement raison. On s'aperçoit que l'école, plus on avance, plus d'une certaine manière, en fait, elle abandonne plus ou moins ces territoires où ces jeunes-là, et les cellules familiales, elles subissent comme toutes les autres cellules familiales, c'est-à-dire très souvent des familles monoparentales, très souvent là, beaucoup de précarité dans tout ça. Donc il ne faut pas oublier, c'est que la précarité a amené parfois des tissus qui se décomposent, des tissus familiaux qui se décomposent, et ça amène à des sentiments de je vais faire autre chose, je vais voir autre chose, parce que moi je suis persuadé qu'on ne naît pas délinquant, je suis persuadé qu'on ne le devient pas naturellement, mais c'est que l'abandon ou la force des choses vous amène à rencontrer soit les mauvaises personnes, soit à faire des bêtises. Et tout à l'heure, tu parlais de la prison. Vous avez complètement raison, mais la prison, à la base, ça sert à d'une certaine manière, punir celui ou celle qui a fauté, et potentiellement le corriger de manière à ce qu'il soit réinséré dans la société, de manière à ce qu'il ne fasse plus la même bêtise. Est-ce que c'est la réponse systématique aujourd'hui? C'est ça la question. On s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de place déjà, premièrement. Déjà. Donc du coup, tout le monde ne rentre pas en prison. Un adolescent qui vient tout juste de sortir de la puberté, mélangé avec des gens qui ont quand même commis des meurtres ou qui ont fait des choses assez... En réalité, ils ne sont pas mélangés. Hein. Attention, c'est beaucoup plus... Comme vous retrouvez en maison d'arrêt avec la surpopulation, Farid... on se retrouve... À Villepinte, par exemple, tu peux, si tu rentres, par exemple, pour un problème de permis ou je ne sais quoi, tu peux te retrouver avec des mecs qui ont fait du trafic de stupes, donc au bout d'un moment... Alors, ce qui est sûr, c'est que la prison, au lieu de corriger et de réinsérer la personne, en fait, elle accélère le mouvement de délinquance. Mais il faut quand même tempérer sur une chose, c'est que on rentre pas en prison du jour au lendemain comme ça. Enfin, même s'il peut y avoir, ça peut être le cas de temps en temps, mais la réalité, c'est que le système, c'est qu'il y a tellement peu de place qu'en réalité, on pousse
les gens, d'ailleurs on a créé même un truc qui s'appelle le bracelet électronique. Le bracelet électronique. On pousse les gens à justement ne pas y aller forcément. Donc après c'est critiquable. C'est une bonne chose, hein, le bracelet, hein, pour certains. Oui, je pense que ça a dû, à mon avis, atténuer certaines dynamiques chez certains, et qui auraient pu effectivement finir beaucoup plus mal, c'est évident. Ouais. En tout cas, voilà un phénomène qu'on souhaitait évoquer aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il est grandissant, il est inquiétant aussi, il se limite effectivement dans les quartiers, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en parle pas beaucoup dans les médias, mais un phénomène qui peut être très ennuyeux, et pour notamment les victimes, pour les familles de victimes, ce sont là encore une fois des adolescents qui sont principalement touchés, bien entendu, comme l'exemple en est donné de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Demain, se déplacer risque d'être compliqué, que ce soit en avion, en train, même pourquoi pas aussi en voiture. Le télétravail est de rigueur et d'usage, contrairement aux années précédentes. Il y a quand même quelques années, on a quand même connu des grèves assez impressionnantes, assez importantes. Est-ce que celle-ci sera de taille? Si on en croit les prévisions de trafic de transport, en tout cas SNCF et RATP, qui sont tombées, a priori, ça va être très suivi. Va-t-il pour autant y avoir des millions de personnes dans les rues demain en France? En tout cas, un dispositif de police impressionnant est annoncé, plus de 10 000 policiers sur le territoire, 3 500 en région parisienne. On y revient dans un instant sur ce jeudi. Est-ce que les syndicats et la gauche vont-elles réussir à faire plier le gouvernement? On y revient dans un instant, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct au 01 40 33 9000 pour intervenir, évidemment, venir échanger avec nous, débattre avec Farid Tabsamani qui est avec nous aujourd'hui, avec Mam également, et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Alors on le dit, on l'annonce depuis un certain moment, évidemment, demain ça risque d'être compliqué. En tout cas, on ne sait pas si les cortèges contre la réforme des retraites seront bien garnis. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y aura du monde sur les trottoirs et sur les routes, pas pour manifester, mais pour aller travailler, tout simplement, se déplacer. Les prévisions de la SNCF et de la RATP sont tombées, et c'est une journée noire, désolé Mam, qui s'annonce demain. Il sera d'ailleurs impressionnant pour l'axe atlantique. Seulement un TGV sur 5 partira en direction de Rennes, Nantes ou Bordeaux. Sur l'axe est vers Strasbourg, un TGV sur 4 sera maintenu. Un TGV sur 3 sur l'axe nord et l'axe sud-est. Et un Ouigo sur 3 également touché. Également sera pire côté TER, avec un seul train qui sera maintenu sur Nice. Et encore pire pour les intercités, aucune circulation n'est prévue demain. La RATP annonce, elle, la fermeture de 3 lignes de métro, les lignes 8, 10 et 11. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Les autres n'ouvriront qu'aux heures de pointe et ne fonctionneront que partiellement. Un train sur 3 pour les RER A et B, 1 sur 10 pour les RER C, D et E. Les perturbations seront moins fortes sur les bus, 2 sur 3 circuleront et 3 tramways sur 4 seront également maintenus. Voilà un petit peu les prévisions de trafic. Farid, comme ça, à première vue, ça risque quand même d'être compliqué demain. Oui, très compliqué pour voyager, hein. Sans parler des avions aussi, avec à peu près un vol sur 5 qui risque d'être annulé. Et on parlait d'éducation nationale tout à l'heure, je crois qu'il y a un mouvement qui est très lourd également. 70% dans le primaire. Tu vois, voilà. Donc, très clairement, c'est un phénomène qui aujourd'hui on peut dire qu'il va être historique. Le mouvement de grève de demain, il est historique à plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue. D'autre part, si je dis pas de bêtises, il y a un front commun syndical. Je crois que oui, c'est ça. Me semble les 8 syndicats sont que quasiment tous les syndicats à l'unanimité en fait sont vent debout contre cette réforme, contre la réforme. Ouais. Donc ouais, non, demain ça va être historique. Est-ce que pour autant il y aura du monde dans les rues pour les manifestations? Ça, c'est moins sûr, et c'est vrai que la gauche aujourd'hui espère, ainsi que les syndicats d'ailleurs, pouvoir faire plier le gouvernement avec cette réforme. On a vu des sondages d'ailleurs où 6 Français sur 10 sont défavorables à cette réforme des retraites. Elle est impopulaire, cette réforme, Farid. Alors, pour répondre d'abord à ta question, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il me semble que demain il fait un temps plutôt correct. Oui, plutôt correct, absolument. Où il ne pleut pas, visiblement, il fera une température assez fraîche d'hiver, mais pas de pluie à l'horizon. C'est plutôt propice à mobiliser, ou en tout cas faire sortir les gens pour manifester. C'est vrai. Ça c'est une chose. Ensuite, je pense que tu l'as dit, il y a
il y a une impopularité. On voit, j'ai vu quelques sondages en la matière. Très clairement, la majorité des Français ne comprennent pas cette réforme à cet instant-là. Et je suis complètement d'accord avec ce constat-là pour une raison très simple. C'est qu'on vit déjà une époque avec une inflation hallucinante, un coût de l'énergie extraordinaire, et on nous pose cette réforme-là maintenant. Je pense on aurait pu s'en passer et on aurait pu aborder le sujet, à mon avis, une fois que les choses aillent un peu mieux, c'est-à-dire dans 1 ou 2 ans. Malheureusement, il y a un choix qui a été fait, qui pour moi est un choix que j'estime qui est davantage lié à une volonté de marquer l'histoire, ou en tout cas à vouloir faire un coup politique, que véritablement de s'occuper au vrai sujet. Je l'ai dit pas plus tard qu'il y a 2 semaines là, sur cette antenne. Moi, à titre personnel, par exemple, je pense qu'il faut remettre le sujet sur la table, mais de manière concertée et de manière très longue, c'est-à-dire en changeant quasiment de système. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, depuis que je suis conscient de la notion économique, des réformes des retraites, j'en ai connu, mais... Un paquet. À chaque fois. Exactement. Et on écoutera tout à l'heure dans le zapping, et c'est assez impressionnant, j'ai réécouté ça tout à l'heure, j'étais assez impressionnant. Tout ce qu'on entend de la part de l'opposition aujourd'hui, qui sont vent debout contre cette réforme des retraites, ce sont les propos même tenus par le président de la République actuelle en 2019, Farid. C'est assez impressionnant, vous l'écouterez tout à l'heure, c'était le 25 juin 2019. 2019, d'accord. Ah ouais. Il y a à peine 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que moi, objectivement, En même temps. je comprends pas l'opportunité de la faire maintenant, en fait, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire, les Français souffrent énormément du prix, des prix de l'inflation au sens large, souffrent énormément de l'énergie, de l'essence, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, si on voulait mobiliser contre le gouvernement et la majorité, ben, on pouvait pas s'y prendre aussi bien que ça, quoi. Ah, tiens, on a un coucou de notre ami Khalid qui nous a rejoint là, par téléphone. Salut mon Khalid. Salut Christophe, bonjour à tes invités aussi. Farid Tamsamani, Imam qui sont avec nous, Imam l'appelle Histoire, que tu auras le plaisir de rencontrer un jour. J'espère. Je les salue bien bas. Bonjour. Je voulais juste revenir sur la violence, très rapidement, je ne vais pas couper le débat sur les grèves. Les grèves, c'est une démonstration de force. La force, c'est pas la violence. Sauf s'il y a des casseurs qui sont envoyés par-ci ou par-là. Ouais. Comme des écoluches, voilà, vous connaissez le siège d'écoluche sur les casseurs, de quel rang ils venaient. Hein, voilà. Et alors, sur la violence, j'avais lu une fois un livre du docteur Patrice Pelou. Tu sais, celui qui avait dénoncé la canicule et qui fait des billets d'humeur, ou fait des billets d'humeur régulièrement, je pense, dans Charlie Hebdo. Ouais. Oui. Alors, l'urgentiste, je crois qu'il est urgentiste. Voilà. Et alors, il avait fait des rubriques à un moment et j'avais constaté. Il disait, vous savez, pour voir la violence d'un pays, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne montre pas, comme tu disais, Christophe, c'est pas très médiatisé parce que ça se passe en banlieue, mais ça se passe un peu partout. Il dit, quand vous êtes aux urgences, vous voyez l'extrême gravité des blessés qui viennent dans des simples querelles. C'est-à-dire que si les gens, il y avait une bataille à main nue, on se battait à la loyale, il disait qu'aujourd'hui, les violences sont extrêmes. On voit arriver des gens avec des coups de couteau, des crânes ouverts, des coups de marteau, des coups de poing américains pour la moindre bagarre. La violence est extrême dans cette société. Tu as raison, ça se passe aussi sur la route, vous savez, entre automobilistes. Et ça aussi, c'est un problème. Je veux dire, qui ne s'est jamais énervé en voiture, qui se sent fort en sécurité dans sa voiture, beaucoup d'entre nous, et nous les premiers, je veux dire, on se sent fort derrière dans notre bagnole en train de conduire, et parfois ça dégénère. Voilà, par ça, ça dégénère, et c'est violent, et ça peut même être dramatique pour une place de parking à Tours. Je rappelle qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un mort devant les enfants, le père a été tué. Voilà, c'est ça aussi la société aujourd'hui. C'est clair, ça me rappelle un trait d'esprit de Michel Audiard qui disait, pour conduire à Paris, il faut surtout avoir un bon vocabulaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, Farid, il est cool sur son scooter, lui. Tu mets 2-3 coups de botte de temps en temps? Non, je fais même pas. Attention. Ouais, bon, allez, vas-y, Farid, dis-le nous, la vérité. Non. Il y a des voitures qui t'énervent parfois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais... Bon, mais il faut garder son sang-froid. Ouais, bon. En tout cas, merci beaucoup. Ce que disait Farid sur le narcotrafic est à l'origine d'une très très grande violence, comme à Marseille, que tu connais, qu'on connaît, que je connais un peu partout, je la vois ici. Et cette violence est à l'origine de beaucoup de conflits. Ce trafic est à l'origine de beaucoup de conflits parce qu'il génère beaucoup d'argent, il y a de la frustration, il y a une histoire d'éducation aussi, de pédagogie qui est peut-être plus là parce que l'école est dépassée. Et les profs sont mal payés, et puis faire de l'éducation, c'est très très difficile, alors qu'il faudrait faire de l'instruction
les profs sont obligés de faire aujourd'hui de l'éducation, parce que les mecs arrivent des fois, privés d'éducation parfois élémentaire. Mais sur le narcotrafic, il y a récemment une enquête que j'ai vue en Hollande. En Hollande, le gangstérisme, le grand banditisme a atteint un tel sommet que certains parlent aujourd'hui de la Hollande comme étant un pays qui peut tomber dans un narco-État. Tellement la puissance des trafiquants, en fait, ils n'ont peur de rien. Et récemment, un gang, dont je ne donnerai pas le nom, les tueurs de ce gang ont été vus autour du Premier ministre hollandais. Autrement dit, c'était une menace directe. Qui voulait dire quoi ? On n'a plus peur de vous. Ouais, ils ont même menacé la fille de la reine ou la fille de la princesse des Pays-Bas. C'est qu'on appelle ça, c'est le Marocco. J'ai oublié le terme, mais effectivement. Alors ça, c'est le narcotrafic aux Pays-Bas. C'est largement le trafic, etc. du Maroc ou quoi. Non, historiquement, malheureusement, enfin voilà. Historiquement, c'est très mélangé. Il y a aussi le trafic caraïbin. Ils se tuent entre eux. Il y a eu une mitraillade dans une rue commerçante où il y a eu 10 morts. Dans une rue, un samedi, pleine journée, 10 morts. Ouais. Et donc ça fait très très peur et on a l'impression qu'on est en train de dériver. Voilà, Christophe. Merci beaucoup, mon Khalid. Je t'embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Demain, un dernier mot là-dessus. Demain, Farid, est-ce que franchement la journée a de quoi inquiéter le gouvernement, sincèrement ? Non, c'est pas la journée de demain. Ouais, c'est la suite. C'est potentiellement la suite. Ouais. Demain, on sait pertinemment que ça va être historique, qu'il va y avoir du monde. Ouais. La question, c'est la suite. Est-ce que ça va être reconduit ? Est-ce que ça va amener à d'autres mouvements ? Est-ce que ça va faire tache d'huile ? On parlait potentiellement des raffineries qu'on a déjà subies il y a quelques semaines. Donc du coup, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles en fait le gouvernement lui va mesurer. C'est surtout demain, en fin d'après-midi, qu'on va voir la température. S'il y a beaucoup de monde et que les syndicats considèrent que c'est une réussite, et donc ils vont vouloir, je pense, vouloir aller un peu plus loin, donc avec le même mot d'ordre, c'est-à-dire le retrait de la réforme. Le gouvernement va faire ce que chaque gouvernement sait faire, c'est-à-dire nous sommes prêts à discuter, à infléchir d'une certaine manière la position du gouvernement. Et après, c'est un rapport de force. Est-ce que le front syndical va tenir ? Il y a ça aussi. Ouais. Historiquement, on sait pertinemment... Il est uni pour l'instant, mais combien de temps ? Il est uni pour l'instant. Et après, il y a le fond. Moi, je pense qu'il faut parler du fond. Le fond, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on augmente l'âge de départ à la retraite pour des considérations purement financières. Mais pas des considérations où on estime que le schéma est complètement à la ruine, etc. C'est qu'en fait, c'est pour une histoire d'équilibre. Et encore une fois, c'est quelle société nous voulons ? C'est quel modèle nous voulons ? Est-ce que dépenser, je dis une bêtise, 5 milliards pour combler un système de solidarité comme celui des retraites, c'est important ? 5 milliards sur un PIB qui est celui de la France, moi j'estime que c'est quelque chose que l'on peut assumer. Par contre, et c'est le cas aujourd'hui en fait, les prévisions en fait elles sont pas si négatives que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une évolution démographique qui fait que de toute manière en fait on n'est pas dans un système où ça va s'effondrer. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de je veux marquer l'histoire avec une réforme et je veux faire à peu près comme certains des voisins qui ont un système différent. Et la difficulté, c'est qu'en fait, derrière, il y a des êtres humains. Derrière, des êtres humains qui, quand ils arrivent déjà à 60 ans, pour ceux qui ont la chance d'y arriver, et ceux qui sont encore en activité, je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout... Le caractère pénibilité aussi, qui est assez méconnu dans cette réforme. Et il y a juste une dernière chose, Christophe, le gouvernement ou même les médias se targuent d'un certain nombre d'exemples en disant, voilà, si vous avez une carrière complète, eh bien, vous aurez accès à tant d'argent minimum. Qui aujourd'hui a une carrière complète ? Pas beaucoup. Très peu de gens. Moi, j'en connais pas beaucoup qui, depuis qu'ils sont sortis de l'école, quand ils ont eu la chance d'aller à l'école, vont jusqu'à la retraite de manière complète. C'est pour ça qu'il faut parler du fond et il ne faut pas se faire avoir. Sauf les puissants. Oui. Dans un instant, notre chronique Zap ou Mat. Je vous donnerai des infos à tous les deux. Vous choisirez de les zapper ou de les commenter. On passera un petit coup de fil à Sarah Frick dans un instant pour nous parler de son podcast. Notre Sarah qui va revenir la semaine prochaine dans le studio sur France Maghreb 2 dans le LGF jusqu'à 18h. Bienvenue tout le monde. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France. Le LGF sur France Maghreb 2, une émission très calme aujourd'hui. On aime ça aussi de temps en temps avec notre Farid national, Farid Tab Samadi, qui est avec nous aujourd'hui.
Alors, pour rien vous cacher, il devait y avoir Nicolas Jeannetet qui devait être avec nous pour mettre un peu l'ambiance. Nicolas, il a, vous savez, en tant que... Les Républicains sont toujours aux abonnés. En tout cas, il a des impératifs Il professionnels. a un impératif. Et notre Audrey pronostique à qui on souhaite un prompt rétablissement, qui devait être là aussi, mais qui est souffrante. Voilà. Bon rétablissement, Audrey. Mam qui est avec nous et Mamadou de Grenoble. Salut Mam. Mamadou. Allô, bonjour, comment allez-vous? Oui, comment ça va Mamadou? Ça va Farid, moi je comprends pas la parole de Farid qui dit bon que personne n'est né violent, effectivement c'est la nature humaine, c'est plutôt la dépendance, c'est pas un jugement, c'est faire tout simplement savoir qu'on est né avec notre nature humaine qui fait que il y a un travail sur soi, il y a la maîtrise de soi, mais sinon personne n'est né violent. Il y a même les politiques. Je pense pas qu'il ait dit le contraire, mais bon. Verbalement, quoi. Mamadou. Il y a la violence verbale, alors. Mamadou, calme-toi déjà. D'une et de deux, je pense pas que Farid ait contredit ce que tu viens de dire. Il a absolument dit la même chose que toi, donc je comprends pas là, Mamadou. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal entendu? T'as mal compris? Oui, non, mais effectivement, si quelqu'un, qui est violent, je t'avais dit une fois sur l'éducation, même les parents, c'est pas carotte et bâton. Quand tu veux éduquer une personne par la violence, il devient l'animal. Bon, mais l'animal ne peut pas devenir, un être humain, mais l'être humain peut devenir animal parce que il est complexe, sa nature est complexe. Oui, mais d'accord, mais voilà, Mamadou. Donc c'est sur ce côté-là. Hein. Oui, j'entends bien, mais pourquoi tu viens me parler de Farid en disant que je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire alors qu'il dit la même chose que toi? Non, mais attends, moi j'avais compris. T'avais compris. Effectivement, c'est que j'ai compris. J'ai pas pris mal. Mais parce non. que tu peux dire quelque chose de l'autre, comme je suis responsable de ma compréhension. Ouais. Farid n'est pas responsable de ma compréhension. Ouais, que moi j'ai compris que Farid a dit personne n'est né, de violent. Non, alors, non. Effectivement, personne n'est né violent. Parce mais que non, justement, il a dit tout le contraire. On a un travail sur soi. On a un travail sur soi qui, quoi qu'il en soit. Bon, merci Mamadou. La prochaine fois, écoute bien avant d'appeler, puis avant d'accuser. C'est important de bien entendre, bien écouter. Farid, il a évidemment dit le contraire. On capte bien à Grenoble. Hein. Ah oui, non, mais pourtant on capte bien à Grenoble. Ah, moi, il y a beaucoup trop de neige peut-être en ce moment. Dans un instant, on sera avec notre Sarah nationale. Sarah Frick sera avec nous pour nous parler d'un podcast qui s'appelle Seconde Chance. Attention, et c'est bien la Seconde Chance. Tu deviens nationaliste. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que notre Farid national, notre Sarah nationale. Mais oui, mais nous sommes une radio internationale. Notre MAM internationale est avec vrai, nous. C'est parti pour maintenant le Zap ou Mat. Je zappe et je mate. Je vous donne des infos, évidemment, à vous de choisir si vous la zappez ou si vous la commentez. On y va avec cette première information. Un tribunal militaire égyptien a condamné dimanche dernier à la prison à perpétuité Mohamed Ali, qui est un célèbre homme d'affaires en exil, qui avait notamment déclenché des manifestations contre le président Sisi. Tu commentes, mon Farid, ou tu zappes? On peut commenter. Tu as parlé de tribunal militaire. Oui. Bon, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin que ça? Je sais pas, pour donner le degré de démocratie et de considération humaine à la justice égyptienne, franchement. Oui. Mam? Non, je zappe. Tu zappes. Demain, journée compliquée, et notre président a choisi de ne pas rester là parce que on risque d'entendre un peu trop de bruit autour de l'Elysée, quoique il sera en Espagne demain. Tu commentes, tu zappes, Farid? Alors, je t'avoue que j'ai pas suivi, donc je zappe. Mam? Bah, écoutez, Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, donc il est amené à... Un petit peu comme... on aurait pu faire une petite analogie avec le général de Gaulle partant à Baden-Baden. Pourquoi pas, mais je pense pas que la France demain sera un feu à sang. Mais on pourrait se méfier, mais sinon, on va zapper très rapidement ce titre. Très bien. Troisième info à commenter ou à zapper. Algérie, détention confirmée pour le patron. Un patron de presse qui s'appelle Issam El Kadi, qui était le patron notamment de Radio M. On commente ou on zappe, mon cher Farid? J'ai commenté sur la justice égyptienne, on va commenter sur la justice algérienne, sauf que là c'est pas un tribunal militaire si je dis pas de bêtises, non. Mais il y a quand même un grave problème dans ces pays d'Afrique en général et particulièrement au Maghreb. Alors l'Égypte c'est pas le Maghreb, mais en tout cas d'Afrique du Nord avec les journalistes et les médias.
Moi, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. Il n'y a pas d'éducation encore véritablement sur l'indépendance des médias. Et je trouve ça très triste. Mam, tu zappes ou tu commentes? Oui, je commente parce que bon, c'est pas la première fois que l'Algérie est épinglée pour des questions de pluralisme et de liberté, et notamment de la presse et des médias en règle générale. Je trouve que c'est absolument dommage, vu que l'Algérie est en train de véritablement construire une image tout à fait restaurée sur le plan international, mais qu'encore sur le plan national, il y a encore quelques petits éléments à améliorer, et notamment cette notion de pluralisme, parce que je pense que l'Algérie peut y arriver véritablement et de gommer ce qui a fait un petit peu sa réputation à l'international concernant effectivement la liberté des journalistes. Et je pense que une nation grande et une nation honorable et honorée se doit d'avoir effectivement une pluralité complète et libre concernant ses organes de presse et de médias. Quatrième info, la commission d'organisation de la CHAN, qui, vous le savez, a démarré vendredi dernier, a saisi l'instance judiciaire de la... de la CAF, compétente au sujet notamment de l'absence de l'équipe du Maroc lors du match prévu contre le Soudan. Dans un communiqué de la CAF paru ce lundi, on y indique que le Maroc pourrait encourir des sanctions financières, mais aussi l'exclusion de 2 prochaines éditions de cette CHAN. Farid, on commente, on zappe? On peut commenter sur l'absurdité... des 2 fédérations, pour moi, sur l'absence effectivement de l'équipe nationale. Je pense qu'il y a un jeu politique des 2 côtés. Je pense que les 2 espèrent en tirer profit. Je suis pas sûr que ce que tu viens d'annoncer aille vraiment jusqu'au bout. Par contre, c'est ce que... Oui, bien sûr, c'est un jeu de communiqué de presse. C'est malheureux pour les sportifs, pour ceux qui aiment le foot, et je pense qu'en fait le football doit rester au-delà de ses préoccupations. Et football et politique, non, aujourd'hui, font bon ménage. Ça l'a toujours été. Oui. On en parlait d'ailleurs avec Robin Molina hier. Oui, mais moi je suis pas choqué. Je suis pas choqué que certains se servent du sport. Vous vous souvenez des points de ces athlètes américains aux Jeux Olympiques? Non, mais plus récemment, la Russie exclue du mondial. Ou la Russie exclue du mondial, tout à fait. Donc moi je suis pas choqué. Ce sont pas des mouvements, mais ce sont des moments qui sont intenses par le fait qu'en fait beaucoup de gens les suivent. Donc du coup, vous avez forcément soit des pays, des États, soit même d'autres structures qui essayent de se servir pour faire passer des messages. Là, en l'occurrence, il y a un jeu de dupes clairement des 2 pays. Et c'est bien dommage. La question, c'est personne voulait lâcher. Le Maroc a fait son cinéma, l'Algérie a fait son cinéma. Bon voilà, après, ce qui est malheureux, c'est que le peuple, lui, en pâtit parce qu'il ne va pas voir, ce qui est hallucinant quand même, parce qu'ils sont tenants du titre, si je dis pas de bêtises, l'équipe du Maroc. Ils ont gagné les 2 dernières éditions, et ils pourront pas défendre leur titre. Et à contrario, l'Algérie, là-dessus, ça sera une parenthèse parmi toutes les CHAN qui vont s'organiser à l'avenir, tout simplement. Et puis il y a l'enjeu de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Et sur ce point-là, je pense... Très important. Alors, là, si on doit faire un peu de prospection, sur ce point-là, je pense que le Maroc a déjà gagné. On verra. L'avenir nous le dira. Mam, tu commentes ou tu zappes? Non, je zappe. Très bien. On a beaucoup trop parlé. Dernière information qui nous emmène en Tunisie, qui, vous le savez, la Tunisie est confrontée à des pénuries très importantes et qui reçoit une aide de la Libye. En effet, une centaine de camions chargés de sucre, d'huile, de farine ou encore de riz sont arrivés en Tunisie pour approvisionner un petit peu ce manque qu'il y a cruellement. On voit des magasins et des rayons vides. Farid, tu commentes, tu zappes? Oui, là, je veux bien commenter pour plusieurs raisons. Contrairement à ce que à part les initiés ou les Tunisiens eux-mêmes, les gens ne mesurent pas la situation dramatique économique du pays qui est la Tunisie. Ça, c'est une chose. Je rappelle que la Tunisie, au-delà même de la crise politique qui est toujours présente, et je trouve que c'est un beau geste de la Libye. Ouais. Je rappelle que la Tunisie a accueilli sur son sol énormément de réfugiés libyens ces dernières années. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. On rappelle également que la Tunisie perçoit, en tout cas, des aides également de son voisin algérien dans cette solidarité. Donc, c'est des choses qu'on aime voir,
on préférait ne pas voir d'ailleurs, en réalité, parce que moi je préférais que la Tunisie soit forte et solide économiquement, mais en tout cas en ce moment c'est quelque chose qui est plutôt positive, en espérant que ça ne dure pas très longtemps. Oui, en tout cas, c'est vrai que ceci, en matière d'entraide, c'est des images qu'on souhaite voir à l'ensemble du Maghreb. Mon cher Mam, tu commandes, tu zappes. Je souscris aux paroles de Farid Benzouani. Très bien. Et bien voilà qui conclut en tout cas cette petite chronique que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Zap ou Mat, où on n'a pas zappé grand-chose aujourd'hui finalement, tant mieux. On est en ligne avec notre Sarah Frick. Bonjour ma Sarah. Coucou, comment ça va? Ça va, hein? Ça va, Sarah, ça fait longtemps, hein. Ça fait plaisir. Par contre, j'ai un bruit. Voilà, c'est bon, je te l'ai enlevé ton bruit, t'inquiète pas, voilà. Alors, comment va, ma Sarah Frick? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu nous es pas venu nous voir. Tu t'es un peu isolée, ma Sarah? Oui, ça va, pas mal de péripéties, mais je suis de retour. Je reviens très bientôt en studio. Vous m'avez vraiment trop manqué. Mais ça y est, je vais bien, tout va bien. Et toi? Eh ben très très bien. Alors t'es là pour nous parler d'un podcast, hein, parce que je rappelle que Sarah s'est mobilisée depuis de nombreuses années maintenant pour les SDF, réchauffons nos SDF. Aujourd'hui, quel est l'état de la situation aujourd'hui? On se rappelle d'un président qui avait promis lors d'une campagne, je crois que c'était la première en 2017, qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues. Aujourd'hui, on bat des records, hein, Sarah. Exactement, on a dépassé les 400 000. Malheureusement, après la trêve hivernale, ça va commencer, il va y avoir d'autres expulsions. Il y a quand même des médias qui ont sorti des enquêtes et des articles qui expriment le fait qu'il y a énormément de familles qui sont mises à la rue sans trouver vraiment de solution intermédiaire, sinon ils ne seraient pas à la rue. Les centres ne peuvent plus du tout accueillir de nouveaux profils. C'est une catastrophe humanitaire, je tiens à le dire. Oui, et pour autant, évidemment, ça devient compliqué et difficile aussi, comme pour des associations, des gens sur le terrain. Pour toi, pour aider les SDF, tu me faisais part d'une certaine problématique qui s'opère aujourd'hui. On n'en peut plus, on est épuisé, on est au bord du burn-out humanitaire, c'est le cas de le dire, c'est quand même une nouveauté, je ne suis pas la seule, hein. Il y a différents protagonistes du milieu qui l'expriment également, c'est-à-dire qu'il y a tellement de situations sur le terrain, aucune réponse de la part du gouvernement, très peu de réponses de la part des mairies, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se battre contre des moulins, et puis à un moment donné, nous ne sommes que des bénévoles. Donc à partir de là, c'est un épuisement moral et mental, on ne peut plus tenir la route et mener à bien nos missions comme on le faisait il y a peut-être, je sais pas moi, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y avait des réussites. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que ça va aller en s'aggravant. Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant, malheureusement. Alors, Sarah, en plateau, Farid Tamsamani, qui également fait partie d'une association qu'on connaît bien, qui s'appelle Banlieue Plus et nos quartiers, qui organise aussi des maraudes, hein, mon cher Farid. Tout à fait. Tu partages les propos de Sarah? Ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui? C'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup plus malheureusement d'individus qui se retrouvent à la rue pour différentes raisons. La société est beaucoup plus difficile et il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en plein hiver. Ouais. On est en plein hiver. Alors ça ne veut pas dire que l'été c'est plus supportable, mais en plein hiver, vous avez régulièrement des SDF qui décèdent dans les rues. Dans l'indifférence. Et dans l'indifférence la plus totale. C'est ça qui est le pire. Christophe, tu faisais référence à des propos d'un candidat, je crois, oui. À la présidence de la République. Et avant lui, je crois qu'il y avait d'autres. Si je dis pas de bêtises, Sarko aussi avait sorti une phrase aussi idiote que ça, je crois. Ah oui. Ouais. Je me souviens un peu de celle-là. Si, il avait fait une promesse là-dessus sur les SDF aussi également. C'est pour te dire que en fait, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés, qui ne connaissent strictement rien à la rue, malheureusement, pour une raison très simple. Je vais faire un comparatif qui n'est pas le bon entre les gens qui malheureusement sont SDF et ceux qui sont par exemple au chômage. Vous aurez fondamentalement toujours des gens qui seront au chômage et toujours une minorité des gens qui seront dans la rue. C'est pour ça que dire on va éradiquer totalement ce phénomène-là, c'est une bêtise. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre les gens qui se retrouvent à la rue. Vous avez des gens qui sont cassés à tout point de vue et qui, lorsque vous leur proposez un travail même, quand je dis travail, c'est-à-dire une dynamique de réinsertion, etc., vous avez des gens, ils n'ont tellement pas confiance au système, etc., qui préfèrent ne pas quitter la rue. C'est une minorité, certes, mais ça existe également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est un phénomène qu'il faut perpétuer, qu'il faut aider Sarah à expliquer qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, que malgré la multiplication de structures et tant mieux de militants qui s'occupent de maraudes, en réalité, c'est une mauvaise chose.
je vous le dis de manière caricaturale, et Sarah, juste laisse-moi terminer avant de dire que, avant d'interpréter mes propos. Quand je dis c'est une mauvaise chose, c'est que, comme tout à l'heure, on préférerait qu'il y en ait de moins en moins, en fait, de militants à s'occuper de ce type de situation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a de plus en plus d'individus dans la rue. Et ça, c'est très mauvais. Et je rappellerai juste une chose, pour faire un comparatif avec les États-Unis. Il faut toujours se poser la question, quelle est la durée de vie de quelqu'un dans la rue ? En fait, pourquoi les autorités, d'un point de vue global, et je veux incriminer personne, en fait, pourquoi se lavent les mains d'une certaine manière ? C'est parce qu'ils savent que la durée de vie de quelqu'un dans la rue, est très limitée. Ouais. Sarah, tu confirmes ce qu'il a dit par Farid ? Je suis complètement d'accord. Moins il y a d'acteurs sociaux dans la rue, plus le bilan est positif, et plus on est nombreux, plus c'est dramatique. Mais là où je vais alerter aussi, et je rejoins pleinement, Farid, c'est bien ça le prénom. Oui, c'est bien ça, Farid Tabsamali. Cavalière, merci. Je suis totalement d'accord avec l'ensemble des propos qu'il a tenus. L'autre point, moi, qui m'interpelle, c'est que, et ça tu le sais, mon cher ami, c'est que j'avais été auditionnée par le Conseil institutionnel et social, le CESE, justement pour éradiquer, soi-disant, MDR, comme le Père Noël, la grande pauvreté dans la rue. On sait très bien que c'est un leurre, mais en tout cas, moi, j'ai proposé des solutions. Puisque nous, on fait des mises à l'abri, on fait un accompagnement. On a stabilisé plus de 200 personnes. C'est du concret. Aujourd'hui, ils sont indépendants, ils ont leur appartement, leurs revenus et leur vie. Donc, c'est que ça marche. C'est que ça marche, c'est que c'est possible. C'est pas un leurre. J'ai expliqué lors de l'audition, ça date je vous dirais bien 3 ans si je ne m'abuse, qu'en fait, et ce que disait Farid, c'est qu'il y a différentes catégories dans la rue. D'accord ? Il y a des personnes qu'on peut sortir après un certain temps de repos. Il y a des personnes qui sont malheureusement trop dans le choc post-trauma, et puis il y a des gens qui malheureusement sont des personnes réellement traumatisées qui ont besoin d'un accompagnement. Et puis il y a la catégorie des addictions. Si on prend catégorie par catégorie, on peut arriver à des résultats. Mais je pense, sans vouloir extrapoler, qu'il y a quelque chose de volontaire dans cette histoire. Et c'est là que je rejoins Farid, c'est qu'ils savent pertinemment que la durée de vie est minime. Mais là où c'est beaucoup plus inquiétant et dramatique, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai assez signalé sur mes réseaux sociaux, c'est qu'au-delà de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, on a des familles et aujourd'hui, on a des accouchements dans la rue. On est arrivé à un niveau là de glauque innommable. J'ai lancé une pétition, et tu le sais aussi, on est à 425 700 personnes et citoyens qui ont signé, où on réclame en urgence des centres pour femmes, parce que les femmes ne peuvent pas se mélanger aux hommes, surtout quand elles ont été multiviolées, parce qu'elles sont violées comme nous, on va acheter le pain. C'est une vérité. Ça, personne ne pourra me dire le contraire. Je suis dans la rue la plupart du temps et je sais que c'est réel, puisque moi, les femmes de la rue me le racontent. Je connais même des accoucheuses de rue. En France, des accoucheuses de rue. Donc, à un moment donné, nous sommes une multitude à alerter le gouvernement. Effectivement, ce candidat qui est devenu président avait fait une promesse et c'est non tenu. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui invente une situation, mais enfin, a priori, je n'avais jamais vu une situation aussi catastrophique dans notre pays. Le pays, soi-disant, des droits de l'homme. Alors, le Covid a aussi été passé par là et n'a pas arrangé les choses non plus, Sarah. Ah oui, complètement, parce qu'il y a des personnes qui, à la suite de cette situation de confinement, de Covid, de maladie, ont perdu leur emploi. Vous savez, Farid le dira aussi bien que moi ou mieux que moi, vous perdez votre emploi, c'est la chute, et vous tombez à la rue, la plupart. Puis il y a des femmes qui vont fuir un conjoint violent, et la situation s'est aggravée pendant le confinement, et elles se sont retrouvées à la rue. Et tu le sais, puisque tu as vu mes réseaux sociaux, j'ai quand même publié différentes situations où on a essayé d'aider ces femmes-là, qui étaient aussi avec des enfants. Mais où sont-elles aujourd'hui ? Que deviennent-elles ? Alors, Sarah, tu nous en reparleras quand tu viendras en studio la semaine prochaine. Je voulais que tu nous parles un peu de ton podcast, là, de Seconde Chance. Oui, alors ça fait plaisir. Tu sais que la radio, c'est mon dada, c'est mon métier, c'est bon. Et en fait, j'ai une production RTL, qui s'appelle Nouvelle Voix, qui m'a fait un cadeau dernièrement, un cadeau magnifique. Et ce cadeau s'appelle Seconde Chance. C'est un podcast qui a pour tout simplement de créer un mouvement de solidarité. Ce mouvement existe déjà sur mes réseaux, que moi j'appelle avec beaucoup de fierté et de chauvisme la chaîne citoyenne, où il y a les 425 700 personnes. C'est pas anodin. Et du coup, à travers ce podcast qui s'appelle Seconde Chance, on donne la parole, alors en priorité à des femmes SDF, mais bientôt il va y avoir des hommes, parce que je vais rencontrer Olivier la semaine prochaine, qui a passé son premier hiver au bois de Vincennes, et on leur donne la parole. C'est vraiment un petit format qui s'écoute facilement. Et ils racontent qui ils sont,
ils se présentent. Parce que Farid le dira aussi, souvent ils sont invisibles. Souvent on les regarde pas. Souvent on s'y intéresse pas. Alors j'ai décidé de préserver leur anonymat physique, mais on va entendre leur voix. Enfin, il existe déjà, donc on entend leur histoire, et surtout, ils nous expliquent comment on peut les sortir de là. Olivier, que je vais rencontrer la semaine prochaine, c'est très simple. Olivier cherche simplement à redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire peintre en bâtiment. Si quelqu'un lui donne sa chance, une agence, une société, un patron, en fait, il va pouvoir avoir un salaire et ensuite avoir un toit. Un appartement. Donc, voilà, c'est ça qui est super. Et là, j'ai déjà 2 épisodes. On a Nyanga, une jeune femme de 28 ans qui était une enfant esclave, finalement, une enfant domestique, qui est venue en France et qui a juste un rêve, c'est d'avoir la vie d'une jeune femme, parce qu'elle n'a jamais connu ça. Donc là, elle a reçu plein de colis avec des produits de beauté. Elle va avoir aussi une mise en beauté offerte par un partenaire, Aircare, voilà. Et donc, elle est super contente. On a Laura et sa fille, qui étaient HL, qui avaient besoin de soutien et d'aide, et elles ont reçu un soutien innommable. Donc, ça marche. Et ça fait plaisir. On peut l'écouter où, ce podcast, Sarah? On peut l'écouter où? Alors, sur le site, justement, Seconde Chance, le podcast.fr. Seconde Chance, le podcast.fr. D'accord. Okay. Exactement. Eh bien, on vous invite à aller l'écouter, évidemment, ce podcast. C'est très intéressant, finalement, car qui mieux que ceux qui sont sur le terrain et dans la rue peuvent parler de leur quotidien, finalement. Et c'est ça qui est bien, c'est de leur donner la parole, parce que c'est vrai, on peut réfléchir, nous, de notre côté, à des situations, à des possibilités de les sortir de la rue, mais finalement, c'est eux qui vont vous en parler le mieux, et que le podcast est une bonne chose, évidemment. Donc, Seconde Chance, que vous pouvez retrouver donc, sur Internet. Rappelle-nous l'adresse du site. Alors, Seconde Chance, le podcast.fr, et surtout, je vous remercie et je te remercie. Eh bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, ma Sarah. Merci beaucoup. J'ai hâte. À très vite, je t'embrasse et bravo pour ce que tu fais. Très vite. Merci beaucoup. On a Nabil qui est avec nous au standard 01 40 39 000. Bonsoir Nabil. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à Farid et à Mam. Salut, non, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et concernant la CHAN, je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est avant tout... la CHAN, ok, oui. La CHAN. Oui. Condamner les propos, je pense, qui ont été tenus dans le stade entre 2 pays frères. Je pense qu'il ne faut pas en arriver là. Ça ne sert à rien de... Alors vous savez, dans les stades, monsieur, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en France ou ailleurs dans le monde, les supporters les chants des supporters sont pas forcément les plus politiquement corrects. Voilà. Bien sûr. Après, on pouvait se dire que voilà que ça allait pas arriver chez nous parce que bon, c'est pas l'image qu'on veut renvoyer et du sport et du pays, tu vois. Donc, et par rapport au fait que le Maroc ne participe pas, c'est très dommage. Comme tu as dit tout à l'heure, Christophe, certes la politique est partout, mais là, à ne pas autoriser un avion pour aller directement, faut pas que ça devienne une habitude. Ça a été fait pour les Jeux méditerranéens, mais le Maroc, il va pas faire le tour du monde à chaque fois pour aller jouer en Algérie. Surtout qu'ils prétendent à organiser des compétitions du continent africain et du Maghreb. Nabil, donc, si tu permets, je tiens juste à rapporter quelques faits, c'est important. Après, chacun doit se faire sa propre opinion. Et là, je m'appuie sur les propos du président de la CAF. D'accord, le président de la CAF qui a indiqué, a priori, encore une fois, en conditionnel, de la manière dont les choses se sont déroulées. Le 22 décembre, il y a eu un accord de trouver pour que l'Algérie autorise finalement la RAM, donc la Royal Air Maroc, à transporter les joueurs de Rabat à Constantine le 22 décembre. Pourquoi ça s'est pas fait? Alors attendez, je vous explique la suite. Et encore une fois, je rapporte des propos du du patron de la CAF. Le 27 décembre, il y a eu un communiqué de la Fédération royale marocaine dans lequel il était écrit « exige », nous exigeons. Et le président dit, à partir du moment où il y a eu le terme « exiger » dans un communiqué, c'est devenu complexe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et effectivement, après, on a eu un espèce de bras de fer qui s'est opéré et ça s'est refermé. Pour les Jeux méditerranéens, ils sont venus avec un avion, je crois, tunisien. Je trouve que c'est ridicule déjà pour l'image qu'on renvoie, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Algérie. C'est ridicule et c'est surtout
empêcher ces garçons qui ont travaillé pour participer. La politique est partout, mais il faut avoir de la sagesse et il faut avoir de l'intelligence. Parce que certes, la politique elle est présente dans le sport. Qu'on le veuille ou non, elle est là et on le sait. Malheureusement, on l'a vu encore récemment. Pas de cette façon-là, pas à se ridiculiser devant le monde entier. Et c'est vraiment très dommage. Et je voulais revenir tout à l'heure sur aussi les invités, parce que moi je te suis tous les jours sur tes invités. Personne n'a condamné les propos qui ont été tenus. Et ça, nous on est contre la violence, Christophe. Quand tu reçois un invité qui se prononce sur la chaîne, il faut qu'il dénonce ce genre de comportement. Sinon, où ça va s'arrêter, Christophe? Pardon, Farid, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je comprends pas. Alors, non, en fait, Nabil fait référence lors de la cérémonie d'ouverture dans le stade Nelson Mandela, où effectivement les Algériens présents dans le stade, effectivement, ont émis ce chant, pardon, de donnez-leur des bananes, donnez-leur des bananes. Voilà, les Marocains, les animaux. Donnez-leur des bananes, c'est des animaux. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait besoin de condamner ça, mon cher Nabil? C'est n'importe quoi, et tu le sais très bien, comme d'ailleurs, mon cher Nabil, lors de la Coupe arabe, je crois au Qatar, les supporters marocains ont insulté d'un terme dont je ne dirais pas ici les Tunisiens. Vous avez encore les supporters du Raja Casablanca qui s'en sont pris encore aux Algériens, et vice versa. Donc voilà, je connais tes propos, ne rentrons pas dans ce genre de truc. Je sais pour qui tu penses. Non, mais c'est même pas une question de ça, Nabil. Arrêtez avec vos. Après, là où il a raison, Nabil, c'est qu'on peut dénoncer. Non, mais qui que ce soit qui dit la chose, on peut le dénoncer. En ce moment, on va dénoncer tout le monde, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Là où moi je veux tempérer. Hier, on dirait, limite, il était fier de ce qui s'est passé. Non, il ne faut pas être fier de ça. Qui ça? Sofiane Lakhdari. Mais non, mais Sofiane Lakhdari, il a ses positions, vous avez Sofiane, les vôtres. Il était là hier, notre Sofiane. Non. Si. Non, il n'était pas fier du tout, il a expliqué les choses, c'est tout. Non, Nabil. Nabil. Oui. Si je peux me permettre. Bon, moi, j'ai pas écouté l'émission hier. Je connais particulièrement bien Sofiane. Sofiane, c'est un frère. C'est qui peut. Je pense le connaître un petit peu à travers ses positions. Ah, et tu veux que je te dise quelque chose? Entre ses positions, à mon avis, publiques et le personnage qu'il est, il peut y avoir aussi un décalage. C'est aussi voilà, je peux te dire une chose, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est un véritable frère. Je dis pas le contraire, cher Farid, je te suis et aussi pareil et je vous écoute tous les jours. C'est juste en fait pour pas tomber dans. Mais t'as raison. Non mais un stade d'escalade. Imaginons demain dans un stade au Maroc et on commence encore à insulter. Mais t'imagines quand même le spectacle. Juste Nabil, si je peux me permettre, juste tempérer une chose. Les propos que certains ont tenus. Ouais. On a commencé l'émission avec un phénomène qui s'appelle le phénomène de bande. Ouais. C'est ça. Il existe la même chose dans des stades. Et moi, je suis persuadé d'une chose. Oui. Permets-moi juste une parenthèse. Vas-y. Tu rajoutes à ça la venue de Nelson, du neveu. Ouais, ça c'est. Mandela. Ça c'est pas malin. Libérer le Sahara pour les gens qui connaissent l'histoire. Qui connaissent le Maroc, c'est une vieille monarchie, c'est un vieux pays. Non, mais ça, c'était volontaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup politique. Je vous invite tous à aller lire l'histoire, tout simplement. Ouais, non, mais Nabil. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs, hein, Nabil. Non, c'est pas ça, Christophe. Mais non, mais arrêtez. Arrêtez de vous faire passer pour les bons samaritains, ça va 5 minutes. Moi, je vous côtoie sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi violents que les autres, voire même beaucoup plus. Tu parles de qui, là? Non, mais je parle de Nabil et de ses positions. Ah, Nabil, je sais pas. Calmez-vous, je veux dire, vous n'avez pas donné des leçons aujourd'hui. En termes de grands samaritains. Bougez pas, Nabil. Je te reprends juste après la pub. On continue notre conversation dans un instant et en toute transparence. Merci d'être avec nous et merci à Nabil d'avoir patienté. Pardon, Nabil, les impératifs commerciaux sont là, mon Nabil. T'es toujours là, Nabil? Ah bah il est parti, Nabil. Bah rappelle-nous, mon Nabil, parce que j'aimerais qu'on termine cette discussion une bonne fois pour toutes. Ouais, je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, mon Farid. Parce que je crois que j'avais été coupé sur l'histoire. Je sais même plus ce que je voulais dire. Sur l'histoire. Sur Sofiane, je crois que j'avais dit ce que j'avais à dire, mais sur le coup politique.
sur le coup politique. Est-ce qu'il parlait des déclarations du petit-fils de Nelson Mandela? Je pense que c'est une erreur, mais c'était bien volontaire des autorités algériennes de faire parler ce personnage-là à ce moment-là avec les propos précis. Je pense que c'est une bêtise parce qu'en fait, ça ne fait qu'envenimer les choses. Et je terminerai là-dessus. En fait, il faut bien... Bon, je ne vais pas faire Enfin, voilà, tout le monde le dit partout, mais il faut bien distinguer deux choses. Ce qu'on appelle les politiques des États et la population. La population algérienne, hormis les petits cons qui ont dit ce qu'ils ont dit sur le stade, et on ne retient que ça, mais on ne retient pas tous les autres qui étaient là pour la fête. Et ça s'est plutôt bien passé. Les petits cons sont partout, y compris au Maroc. Exactement. Dans les stades, hein. Ils sont très violents. Hein. Non mais je veux dire, voilà, il faut pas... J'ai pas envie, vous voyez, qu'on fasse un procès ni à l'Algérie ni au Maroc. Exactement. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, vous voyez, le problème, c'est qu'on a parlé pendant longtemps en disant c'est une histoire entre dirigeants. Et là, il commence à y avoir, si vous voulez, aussi le peuple qui s'en mêle aujourd'hui. Non, ça devient plus non, inquiétant. Christophe, ça a toujours existé. La réalité, c'est que ça concerne une petite minorité. Maintenant, pourquoi on en parle? C'est parce que l'événement, il se passe en Algérie en ce moment. Bien sûr. Et si c'était passé à Rabat qui avait la même chose, eh ben on aurait le même discours. Et les invectives sont terriblement violents des deux côtés. Voilà, c'est tout. Voilà. On a parlé du phénomène de bande. Je suis même personne. Tu sais, le meilleur exemple, c'est. Mais moi, je l'ai vu. En 2004 ou 2003, je crois, il y avait une Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait un match Maroc-Algérie. Et j'habitais une cité à l'époque. Et ça s'est castagné à la fin du match. En France. Oui, parce qu'au Maroc et en Algérie, ça se castagne pas pour ça. Mais juste parce qu'on parle de l'Afrique et de la CAF notamment. L'Algérie, par exemple, a reçu, je sais pas si tu l'as dit à l'antenne, qui a reçu Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise. Oui. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, la fédération algérienne, et pour pas dire beaucoup plus que la fédération, s'en prenait de manière très injuste à ce pays-là. Et aujourd'hui, tu as vu que ce sont des frères, comme si de rien n'était. Donc tout ça aussi... C'est de la politique, pareil. Exactement. Tu le sais très bien. Exactement. C'est pour ça que je te le dis. Ouais. Nous avons Mehdi qui est avec nous pour en terminer avec ce sujet, mais j'aimerais que les esprits... Voilà, se calme. Y compris d'ailleurs sur Twitter, je veux dire, on peut avoir un avis, on peut l'émettre, personne ne peut détenir la vérité absolue. L'histoire, c'est complexe. Parfois, des fois, l'histoire, elle n'est pas réservée à tout le monde. Je veux dire, à tous ceux qui ne la maîtrisent pas forcément. On peut avoir un avis sur le moment, se tromper aussi, mais de se faire insulter ou de se faire menacer, ça, c'est juste intolérable et inacceptable. Mehdi, bonjour. Bonjour Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. Salut Mehdi. Bonjour. Salut. Je voulais revenir, je continue ce qui a été dit par Nabil. Bien sûr, je condamne totalement tous ces abrutis. Je fais un gros big up à tous nos frères marocains, à nos frères camerounais, à tous les Africains. Nous sommes tous frères. Et que vraiment, faut que ça reste vraiment que du sport. La politique, il faut la laisser aux politiciens. Maintenant, pour vous donner mon avis, comme chacun de nous tous donne son avis, vous donnez le mien. Dernièrement, le Maroc a été mêlé à une histoire d'espionnage de grande ampleur avec Israël. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'Algérie ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'ils ont des doutes sur des avions qui pourraient traverser leur espace aérien. C'est une idée que je me fais. C'est une des raisons invoquées par les autorités algériennes. En tant que Marocain, ou même si je suis marocain, parce que j'ai des origines, j'ai de la famille marocaine aussi, voilà. Mais en fait, voilà. Non, mais ça te fait rire, pareil, mais c'est la vérité. Parce que l'argument, il n'est pas valable, en fait. Mais c'est une des raisons invoquées, voilà. Mais ça, tu sais très bien où est le problème. Mais tu dis ça à des gens. Non, mais excuse-moi, Christophe. C'est même pas le Sahara occidental, soyons pas dupes. Tu sais le nombre d'avions qui traversent aujourd'hui tous les jours l'Algérie ? Oui, il y en a beaucoup, oui. Mais énorme. Là-bas, tous les vols qui vont en Afrique subsaharienne traversent l'Algérie. Tu sais réellement quel est le problème. Tu le sais très bien, c'est pas le Sahara occidental. Écoute, c'est pas. Attention. Survoler. Alors, je suis pas un expert, mais est-ce que tu sais à quelle altitude pour espionner, pour traverser un espace aérien ou pour atterrir en plein milieu. Pour espionner, ils n'ont pas besoin d'un avion, je te le dis direct. Mais bien sûr. Pour répondre à ça. Non, mais pour espionner, ils n'ont pas besoin d'un avion, je te le garantis. Mais bon, je peux me faire que des amis, mais bon, enfin bref, vas-y, c'est pas grave. Non, mais après voilà, c'est un avis, mais il faut que ça reste du sport et que c'est Maghreb United avant tout, et qu'on est tous des frères et que. Mais s'ils peuvent ne pas venir avec leur avion, c'est mieux.
politique, il faut la laisser aux politiciens. Mais s'ils peuvent ne pas venir avec leur avion, c'est encore mieux. Bon, bah merci Mehdi, en tout cas. Bon, juste une petite parenthèse quand même, un petit truc quand même que je voulais vous glisser, c'est que vous savez, quand on parle de la France, de la politique française, et ici on n'est pas tendre, et tous autour de cette table on a toujours eu des invectives, pas des invectives mais en tout cas des critiques à formuler, que ce soit envers Macron, le gouvernement, les instances, etc. C'est très compliqué de le faire quand on parle du Maghreb, je vous le dis sincèrement, parce qu'il y a un certain nationalisme, et alors là pour le coup je vais vous dire, vous êtes égaux, Algérien marocain. Ah, je suis pas d'accord. Alors complètement. Non, je suis pas d'accord. Et alors, pendant longtemps, j'ai cru. Non, Farid, écoute-moi. Pendant longtemps, j'ai cru que les Algériens étaient hyper nationalistes comme jamais. Et ben, je me suis aperçu que les Marocains le sont peut-être presque autant maintenant, et voire même davantage. Maintenant, oui. Maintenant, je te parle de maintenant, moi. Peut-être. Voilà. Mais je peux te dire. Écoute-moi. Mes parents sont d'origine marocaine, donc je suis très au fait. Qu'il y ait un nationalisme en Algérie, c'est tout à fait normal. L'Algérie est un pays qui n'a pas la même histoire, qui a subi des choses que le Maroc n'a pas forcément subies. Donc c'est quelque chose de presque logique. Les Marocains, qui est un pays millénaire, je le rappelle, a toujours eu un patriotisme, mais jamais un nationalisme exacerbé. Par contre, il est vrai que depuis quelques années maintenant, en fait, il en prend le chemin. Malheureusement, pour les mauvaises raisons. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas exactement la même chose. Après, moi, je pense que aimer son pays, moi, je trouve ça logique. C'est honorable. C'est pas de tout souci. à fait honorable. Ouais. Il y a un conflit qui est davantage politique, et on l'a déjà dit ici plus d'une fois, qui est en fait la suprématie régionale qui se joue dans la région. Il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, qui est respectable et qui est un grand pays et une grande civilisation, qui souhaite être le seul comme puissance régionale, et tu as un autre pays qui n'a pas les mêmes ressources, qui est beaucoup plus petit, et qui est une civilisation millénaire, et qui dit, nous aussi, on avance, tout simplement. Et donc, du coup, vous avez des conflits. Tu parles du Sahara occidental. Le Sahara occidental, je disais que c'est pas le problème en tout cas aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que le leadership, c'est ça le véritable problème. Et le Maroc avance, l'Algérie avance. Là où je pense que c'est idiot, c'est lorsque on a des situations de la population des deux côtés qui se permettent de faire des choses ou de dire des choses. Moi, je trouve ça complètement idiot quand on connaît qu'en fait c'est la même base. C'est-à-dire que ce sont des pays berbères, tous les deux, et les liens sont extrêmement forts. Et vous savez, les nombres de familles qui sont imbriquées entre le Maroc et l'Algérie, bien sûr. C'est extraordinaire. Bah oui. Mais bien sûr. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut dépasser ça. Et je vais vous faire une surprise. Moi, je suis tellement confiant. Est-ce qu'on peut porter des critiques envers, par exemple, la monarchie marocaine ou envers les autorités algériennes sans être taxées de anti-ceci, anti-cela? Non, la seule chose. C'est possible ou pas? Non. Ça? Est-ce que tu peux parler de la Tunisie, les Tunisiens? Tu parles à Farid, là? Non, je parle à Farid, je parle à tout le monde. Ah oui. Les Tunisiens, par exemple, vous voyez, sont les premiers, mais alors à critiquer leur pays, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on parle de la Tunisie, moi, j'ai jamais eu de problème lorsqu'on a porté des critiques, par exemple. Tu as complètement raison sur la Tunisie. Sur le Maroc et l'Algérie, il y a deux choses. Premièrement, il est très difficile pour beaucoup de Marocains d'avoir un esprit critique vis-à-vis de la monarchie. Ouais. C'est quelque chose de très récent. Je rappelle, pour une raison très simple, c'est que la monarchie est liée à un système quasiment religieux. Donc du coup, c'est complexe. Mais au Maroc, les gens la critiquent. Il faut bien comprendre ça. Et la deuxième chose... Ouais, enfin, en silence quand même, Farid. Ah, détrompe-toi. Bah, il la critique pas de manière ouverte. Hein. Moi, j'ai été au Maroc cet été, Farid. Écoute, je vais régulièrement. Écoute, chez moi, je vais régulièrement au Maroc. Chez moi, on est extrêmement critique. Mais dans une critique qui n'est pas une critique... Oui, mais chez toi, je sais. Oui, je sais. Chez toi, ça critique. Une critique positive. Oui. Ensuite, sur l'Algérie, les Algériens, ils ont un très grand humour, les Algériens. Les Algériens aiment beaucoup eux-mêmes critiquer leur propre pouvoir. Ce que les Algériens, très souvent, n'apprécient pas, c'est quand d'autres, là je parle pas de Marocains, je parle de d'autres tout court, critiquent leur propre pouvoir. Alors qu'eux-mêmes sont très durs avec leur propre pouvoir. C'est vrai, tu as raison. Donc, bon, c'est des particularismes. Moi, je pense qu'il faut avancer. Et je terminerai juste sur une chose. Moi, je suis tellement convaincu d'une chose, tellement positive, que je pense qu'à la surprise générale, un jour, nous entendrons justement une réconciliation que personne ne peut imaginer à ce stade-là. Eh ben, écoute, alors là, j'ai envie de te suivre à 100%. Docteur est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, mes amis. C'est juste bonjour à tout le monde, à vos auditeurs et à votre équipe. Pour apaiser les esprits, c'est tout. D'une neutralité qu'il n'y en a pas deux. D'ailleurs, quand j'ai parlé il y a 2 jours, j'ai parlé des veillants
soldats marocains qui ont libéré à la guerre des Yom Kippour un petit bout du Golan syrien occupé par les Israéliens qui étaient adorés et aimés par l'ensemble de toutes les catégories en 1973 du peuple syrien. Et l'Algérie a participé du côté du canal de Suez avec l'Égypte. Bon, j'arrête, c'est ce point-là. Personne n'en parle de ces vaillants soldats qui ont perdu leur vie là-bas pour libérer que ce soit les régimes de l'ensemble des pays arabes. Je termine par le sommet des pays arabes qui sont réunis à Alger en novembre 73 pour couper le pétrole sur les pays occidentaux. Et qu'est-ce qu'il a dit Henry Kissinger? Ils vont voir ces gens-là ce qu'ils vont voir. Ils ont commencé par assassiner le roi Faisal d'Arabie en 74 par son neveu qui est arrivé des États-Unis, poignardé dans le dos. Et une année après, il y a eu la marche verte. Bon, c'est une politique, je ne vais pas rentrer dans le problème qui a le Sahara, qui a milité à travers, comme vous avez dit, avec votre équipe d'Espagne. Pour le Maroc et la Mauritanie. Bon, maintenant, et c'est depuis ce jour-là, les Arabes, ils sont vraiment diversifiés et de nouveau sont très divisés. Donc maintenant, il faut que les peuples de l'ensemble des pays arabes sachent leur intérêt économique, financier et surtout l'humain, que je félicitais malheureusement, qui n'a pas vu le jour. Ceci étant, on ne peut pas cracher sur la révolution algérienne. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, docteur, de l'avoir dit, de l'avoir fait. Alors, je voulais juste, avant qu'on passe à... Personne crache sur la révolution algérienne. Non. Et je rappelle juste, c'est que la révolution algérienne a été en particulier permise d'abord par les Algériens, mais les Marocains et les Tunisiens notamment ont beaucoup apporté à la révolution algérienne. Je rappelle que nombre d'Algériens étaient réfugiés notamment au Maroc. Et je rappelle également qu'à l'époque, que ce soit sous Mohamed V ou après sous Hassan II, ou surtout Mohamed V, qui avait apporté un soutien logistique, militaire, financier à la révolution algérienne. Donc il faut pas oublier toutes ces choses-là. Ce qui aujourd'hui se joue, effectivement, c'est une différence d'approche. Ouais. Et je terminerai là-dessus parce que en fait, ça excuse-moi du terme, Christophe. En fait, c'est gavant à chaque fois de revenir sur ces sujets-là. Il y a une différence d'approche. L'Algérie, les Algériens ont subi une colonisation que personne n'a subie sur le continent africain. C'est aussi simple que ça. Bon. Le Maroc, lui, a une autre vision des choses. Le Maroc est un pays lui-même expansionnaliste. Je rappelle que le Maroc, il allait jusqu'à Dakar. Donc du coup, c'est deux approches complètement différentes. Oui. Dans un instant, Mam, la belle histoire des génériques. Mais juste avant, je voudrais vous faire écouter un truc assez intéressant qui n'a rien à voir avec notre sujet. C'est Emmanuel Macron, il y a 3 ans, jour pour jour quasiment, alors qu'on est en pleine réforme des retraites. Vous allez voir, c'est quand même... Jeff, merci d'être avec nous en direct, avec Farid Tamsamani, avec Mam. Évidemment, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on peut parler de tout vraiment, et on le fait avec bienveillance. On essaie en tout cas parfois on peut heurter un petit peu les esprits, mais c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein, et on est là en tout cas pour se respecter, et je pense que voilà, c'est important de le rappeler. Je voulais juste vous faire écouter une petite archive qui date de pas si vieux que ça, hein. C'était en 2019. Un certain président de la France, Emmanuel Macron, qui parlait d'avancer l'âge légal de la retraite. Voici ce qu'il en disait en 2019, le 25 avril 2019 exactement. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Alors là franchement, je vais vous dire, c'est très très lunaire hein, ce discours quand on l'entend aujourd'hui. Et Emmanuel Macron qui reproche à l'opposition de tenir ce discours, alors lui-même qui le tenait il y a 3 ans. Farid, franchement, on est dans quel monde là ? On est le monde de la politique. Non mais là, la parole la valeur de la parole politique, quoi. Alors on prend un coup, hein. Ouais, alors,
Non, mais c'était en 2019, Farid. Ouais, mais j'ai pas envie de le défendre, objectivement parlant. Mais il n'est pas impossible que les chiffres aient changé, tout simplement. Dans sa réflexion à lui. Moi, je pense que il parlait d'hypocrisie quand même. C'était très hypocrite. Oui, bah, c'est son style, quoi. Bon, écoutez, à chacun de se faire sa propre opinion, voilà. Je voulais vous le mettre quand même. Non, mais t'as raison sur une chose, c'est que c'était pas il y a 10 ans, tu vois. C'était pas il y a 10 ans. 3 ans, même pas, voilà. Bon, en même temps, on dit souvent qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mon cher Mam, c'est parti pour la chronique, la belle histoire des génériques sans aucune transition. Nous t'écoutons, Mam, c'est à toi. La belle histoire d'une chanson. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Chanson publiée en 1985. Pour ce nouvel opus de la belle histoire des génériques, ou plutôt devrais-je dire de la belle histoire d'une chanson, premier du nom, voici raconter en quelques minutes l'histoire d'une chanson mythique, celle de l'animatrice de télévision et chanteuse Dorothée. Et pourtant, ce morceau phare de l'album, appelé Allô allô monsieur l'ordinateur, devait s'appeler autrement, car il fut enregistré au dernier moment, juste avant le bouclage de l'album. Il sort dans les bacs en 1985 et fera l'objet d'une intense campagne de communication, une intense campagne musicale sur les écrans, avec 4 singles entre décembre 1984 et avril 1986. La chanson Les Petits Ewoks, qui faisait l'objet d'ailleurs d'un dessin animé, avec lesquels Dorothée recevra une victoire de la musique, une des premières victoires de la musique décernée donc l'année de la création de cette cérémonie en 1985. Vive les vacances, j'imagine que vous vous souvenez bien de Vive les vacances, n'est-ce pas Christophe ? Ah oui. Et voilà, vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'influence sur les routes de France. Tant qu'on a des amis et le fameux Allô allô monsieur l'ordinateur. Chanson phare, lorsque l'animatrice présenta alors Récréa 2 sur Antenne 2, elle lança sa carrière musicale avec près de 100 000 exemplaires vendus et le gain d'un disque d'or à l'occasion. Cette chanson raconte l'histoire d'une jeune fille qui téléphone au bureau du bonheur, sortie du ministère des pleurs pour retrouver son amoureux transi, enhardi par le sourire enjôleur d'un joli garçon. L'auteur de cette musique est Gérard Salès, un grand musicien qui a composé pratiquement toutes les chansons de Dorothée. Et les textes sont de Jean-François Porry. Est-ce que tu sais qui est, Christophe Farid, qui est Jean-François Porry ? Pas du tout. En fait, Jean-François Porry, c'est un alias. Parce que c'est le nom, le pseudonyme, le nom d'emprunt du producteur Jean-Luc Azoulay. Ah, voilà, le fameux Azoulay de AB Productions, donc Jean-Luc Azoulay et Claude Berdard. Et Jean-Luc Azoulay a pratiquement écrit tous les textes des fameux sitcoms qu'on a pu voir sur TF1 dans les années 90 et les chansons de Dorothée. Et d'ailleurs, pour cette anecdote, la voix robotisée que l'on entend au tout début de la chanson et tout le long de la chanson sont l'œuvre d'une amie de Dorothée, chanteuse elle aussi, une certaine Emmanuelle Motaz. Vous savez ? Mais oui, mais c'est elle qui composa et interpréta cette chanson. Vous en souvenez sans doute. C'était en 86, cette chanson. Et cette chanson s'appelait Premier baiser échangé sur une plage en été. Premier amour. Eh oui, c'est bien Emmanuel. C'était la série préférée de Farid. Tout à fait. D'ailleurs, en plus, la chanson qu'on entend là, Premier baiser, est sortie en 86, alors que la série elle-même va apparaître à l'écran quelques années plus tard, en 1991. Donc c'est un succès d'abord de musique avant d'être un succès de série. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette première de la belle histoire d'une chanson, je vous propose d'écouter, car c'est Audrey Pronesti qui m'a donné l'idée. Ah oui. Et donc, du coup, c'est un cadeau pour toi, cher Audrey, avec mes vœux de prompt rétablissement. Allô, allô, monsieur l'ordinateur 1985, Dorothée, c'est parti. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Avec des paroles inoubliables, bien sûr. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des
pleure. En fait, t'as un grand enfant, toi. Hein. Ah ben, on a tous été bercés aussi par Dorothée, il faut dire ce qui est. Hein. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les dessins animés tristes et mornes, bon après c'est vrai que c'est un vieux schnock qui parle, je crois qu'effectivement, allô monsieur l'ordinateur, ça reste quand même le must quand on a été enfant à cette époque-là. Dans un instant, le quiz et Mam qui va nous faire la conclusion de cette émission. Finalement, on a parlé de plein de trucs aujourd'hui, c'est formidable, c'est le grand forum. Le LGF au quotidien avec Farid Talsamani, Mam qui nous accompagne depuis 16h et vous, amis auditrices, auditeurs, fidèlement, rendez-vous au poste au 01 40. Leclerc. Imagine. Le LGF sur France Maghreb 2 avant de retrouver Mam pour la conclusion de cette émission avec Farid Temsamani bien sûr. Place maintenant au quiz, question d'actualité. Le quiz. Messieurs, première question. La doyenne de l'humanité est décédée dans son sommeil dans sa maison de retraite près de Toulon. Quel âge avait sœur André ? 118 ans. 118 ans, voilà. Paix à son âme. Paix à son âme. Après, vraiment, est-ce que c'est vraiment elle la doyenne de l'humanité, sachant que dans plusieurs pays, on n'a pas exactement recensé il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus vieux que ça, mais l'état bon. civil est voilà, c'est ça. compliqué, Ouais. différent. Quelle entreprise de luxe, messieurs, a dépassé les 400 milliards d'euros de capitalisation à la Bourse de Paris? LVMH. Un seuil franchi pour la première fois par une société européenne, LVMH. Bonne réponse. Ça m'étonne pas de Farid. Le président de quel parti a révélé avoir reçu par erreur à 2 reprises le chèque carburant? Le président d'un parti? Oui. Eric Ciotti? Non. Non, lui, c'est à droite, mais c'est c'est sa pas mère Ciotti. qui protège depuis 18 Oui. ans avec la sécurité Il a sociale. déclaré qu'il y a un vrai problème de ciblage dans ces mesures. Président C'est de un parti? jeune Ah, c'est président. Zemmour? Non. Jordan Bardella. Bardella est une bonne réponse. Il l'a reçu 2 fois, le chèque carburant, visiblement. dis donc. Par Le mec, il a erreur. même pas dit-il. travaillé une seconde de sa vie, il reçoit un chèque carburant. Formidable, hein. Le président de quel parti, toujours, a dénoncé des attaques indignes après un article de Mediapart sur sa mère paralysée? Mais justement, Eric Ciotti, effectivement. Et enfin, quelle députée insoumise a été bloquée dans un train 2 heures durant? Et le pire de tout cela, c'est qu'elle a dénoncé par erreur la privatisation de la SNCF, Clémentine responsable selon elle de la situation. Clémentine Autain. Bonne réponse, Marine. Bon, Clémentine... Il faut qu'elle revoie un peu ses classiques. La SNCF n'est pas privatisée jusqu'à preuve du contraire. C'est bien ce qui me semblait, mais Autant bon. emporte le vent. Oh, joli. Pas Alors, mal, pas Mam, mal. tiens, puisque tu as la parole, c'est toi qui vas avoir la lourde charge de conclure cette émission de ce mercredi Est-ce que- 18 janvier, cher Mam. Est-ce que je peux l'improviser? Parce Ah que bah, fais ce que j'avoue, tu là, veux. Moi, je te donne. Je voilà. le fais au forceps. Je vais être très honnête. Là, avec, je m'attends au pire. Je vais être très honnête auprès des auditeurs et des auditrices de France Maghreb 2 parce que j'avoue que c'est une petite forme et c'est même presque pas la forme. Mais je suis là. Hein, je ne fais pas grève comme certains. Et donc la chronique du jour s'appelle « Le risque de la RIX ». C'est la grève. Ça, c'est le titre. Merci donc, chers auditeurs et chères auditrices de France Maghreb 2, d'avoir suivi le grand forum qui, une fois de plus, fut riche en sujets d'actualité divers et variés. À commencer par un fléau des bandes, plus qu'un phénomène, une dérive inquiétante de notre société. Les rixes entre jeunes, où l'arme blanche devient une arme fatale, où la rixe est une forme d'expression malsaine, tel un jeu vidéo macabre, où il suffit d'appuyer sur reset pour effacer les traces et recommencer le game. Les assassinats en bande organisée ou désorganisée, c'est selon surtout, où toute notion de valeur de vie humaine n'est plus admissible. L'adversaire est devenu un ennemi à abattre par tous les moyens et comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, pour expliquer ce phénomène, il y a des raisons multifactorielles, mais le système éducatif pourrait être la clé. L'encadrement des jeunes et pourquoi pas le retour du service militaire obligatoire, c'est moi qui le dis, histoire de voir ce que c'est la guerre, la vraie. Sans transition, quoique, la grève pour protester contre le projet de loi sur la réforme des retraites. C'est la principale rixe entre la bande à Macron et celle des syndicats et plus largement du peuple français. Vent debout contre une réforme à contre-temps. Pourquoi maintenant, comme dirait Farid? Pourquoi imposer dans l'urgence? Alors que la France crève, et il fait grève, car il a des difficultés folles à s'éclairer, à se nourrir, à régler ses factures, et on pense à autre chose.
Et vous verrez, 1995 n'est pas loin et la mobilisation populaire protéiforme aura des conséquences sur la stabilité gouvernementale du pays et surtout le président de la République, Emmanuel Macron, qui joue son mandat sur cette réforme épineuse, cristallant les enjeux. Affaire à suivre de très 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 près. De toute façon, Emmanuel Macron zappe la France, il mate l'Espagne et préfère la fuite aux manifestations. Nous retrouvons aujourd'hui notre Sarafrique nationale, comme dirait Christophe, pour mettre en avant le combat de sa vie. Venir en aide aux sans domicile fixe au travers son association Réchauffons SDF. La société est très violente envers les exclus dans la rue, dans une misère sociale et effective, dramatique, aidée par une main tendue de généreux mais généraux aussi, bénévoles, que l'État méprise au bénéfice du vol, car effectivement le bénévolat, c'est le bénéfice du vol, du temps accordé par des citoyens qui, à hauteur de leurs moyens, se bougent pour ce qui devrait être une mission régalienne de l'institution nationale. Sarah, quant à elle, lance un podcast Seconde Chance, donnant la parole aux hommes et aux femmes de la rue, zone d'expression nécessaire, passez un œil sur Seconde Chance, le podcast toutattaché.fr et bravo à elle pour son engagement sans faille. Sans transition rapide, la polémique CHAN Maroc-Algérie ne mérite point de minutes supplémentaires. Les passions sont arrangées au placard en nationalisme de tout poil. Soyons solidaires dans les faits, tous maghrébins et au-delà tous africains pour une fraternité universelle. La politique aux politiciens et la fierté nationale au peuple. Point barre. Mais si on veut attiser effectivement le feu entre les Algériens et les Marocains, il suffit juste de dire 2-3 petites bêtises et vous allez voir, le standard de France Maghreb 2 va immédiatement sonner. Et d'ailleurs, je demande au moins à un auditeur fidèle de le faire d'ores et déjà pour tester mon pouvoir surnaturel de pouvoir justement faire en sorte de monter la sauce. Mais peut-être que ça ne marchera pas. Vous verrez. On verra. Oh, zut, on n'a pas parlé de Anne Laparigo, qui nous actionne le levier du référendum sur l'usage des trottinettes dans la capitale, pour éviter sans doute une rixe populaire électorale en 2027. Attention, c'est du quitte au double, comme Macron. Eh bien, la partie maintenant qui est très intéressante, c'est la partie improvisation, puisque du coup, j'ai très peu écrit. En même temps, j'ai intervenu dans l'émission, donc on ne peut pas faire non plus 10 000 choses en même temps. Eh bien, tout simplement pour vous dire que nous avons, et j'ai écrit la 174e chronique de La Belle Histoire. Vous vous rendez compte, on est à peu près à presque 25 maintenant chroniques de la 200e. On va faire une grande fête, en tout cas je l'espère, car bien évidemment nous avons à côté le patron de cette radio, Tarek Mami, qui visite son portable et qui, je crois, va devoir exploser le budget pour pouvoir prévoir un grand gâteau, pourquoi pas, car effectivement c'est ça le salaire. Un restaurant, ça vous dit ? Pourquoi pas, ça pourrait être effectivement un grand plaisir pour moi. Et puis vous dire également que demain c'est une journée. Ça sera ni marocain, ni algérien, mais tunisien. Ni tunisien. Oh, ça sera un restaurant. Attention, j'ai un décret d'1 minute avant que le décret Nadège se mette en place. Tout à fait. Ça sera un restaurant ouïghour. Ouïghour, on parlait de gastronomie, donc marocaine. Oui, c'est vrai. On verra. En tout cas, toujours est-il qu'effectivement, demain, on n'aura ni la possibilité d'informer, de débattre et de divertir, à cause, bien évidemment, d'une réforme des retraites, puisque Christophe Roux, bien évidemment, va battre en retraite, et moi aussi, puisque, en l'occurrence, demain, ce n'est pas la grève pour moi, mais la crève. Ah, bon ben. France Maghreb 2, France Maghreb 2.